C'était ma dernière année de lycée. Je venais de commencer à fréquenter Marc, mon futur fiancé. La fin de l'année approchait, et avec elle, le bal de promo. J'hésitais à y aller, car j'avais récemment changé toutes mes coordonnées, et ma famille avait déménagé à cause de mon ancien harceleur, Darrell, de 4 ans mon aîné. J'avais 18 ans, et il en avait 22. Nous nous sommes rencontrés à un moment difficile de ma vie, une longue histoire, mais il s'est avéré être un crétin psychopathe. Il a été renvoyé de l'armée et a commencé à prendre des drogues dures comme l'héroïne. Je me suis autant que possible éloignée de lui, mais il était implacable. Il a tenté de pénétrer par effraction dans la maison de ma famille au moins 3 fois, et j'ai dû obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Mais ma famille était inquiète pour moi, et pour nous tous, alors nous avons dû déménager. Si j'hésitais à aller au bal de promo, c'était parce que je savais que mon ex, Darrell, était au courant. Nous parlions d'y aller ensemble. Depuis notre déménagement, mes amis me raccompagnaient en voiture et s'assuraient que nous n'étions pas suivis. Je vivais vraiment dans la peur. J'avais peur que Darrell ne se présente au bal et n'essaie de me trouver. Marc a toujours été très compréhensif et m'a toujours soutenu. Et il m'a assuré qu'il ne me dirait pas d'y aller s'il ne pensait pas que ce serait sûr. Il m'a mise à l'aise. Nous et nos amis sommes allés en limousine jusqu'au lieu de réception. Une salle de réception chic à environ 30 minutes de là. Nous nous sommes tous assis à notre table, avons mangé et avons passé un moment ensemble. Certaines personnes sont allées danser, Marc et moi y compris. Pendant un moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'être paranoïaque pendant un moment, pensant que Darrell était d'une manière ou d'une autre dans le bâtiment. Un des amis de Marc m'a tendu une petite fiole de vodka et m'a dit que ça calmerait mes nerfs. Je l'ai bu dans les toilettes et j'ai failli vomir. Mais en une demi-heure, cela a vraiment atténué mon anxiété. Quelques heures plus tard, notre groupe a voulu partir pour ce qu'on appelle l'after-prom, où l'on commence à boire et à continuer la fête ailleurs avec ses amis. En sortant de la salle pour rejoindre nos véhicules respectifs, j'ai vu une voiture garée devant la salle sans phares allumés. Je ne savais pas ce que Darrell conduisait à ce moment-là, ni même s'il conduisait. Mais j'ai vu quelqu'un assis à l'intérieur. La personne portait une casquette de baseball et baissait les yeux. Je ne pouvais donc pas voir son visage. Je l'ai signalé à Marc. Il m'a dit de me détendre, qu'il était impossible que ce soit lui. Nous sommes montés dans la voiture de notre amie qui venait nous chercher et nous sommes allés chez notre amie Mélissa qui organisait une petite fête après le bal. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé de regarder derrière nous pour voir si nous étions suivis. Mais je n'arrivais pas à le savoir, car il y avait beaucoup de voitures sur la route. Je me souviens que Marc m'a chuchoté « Détends-toi, tout va bien ». Et il m'a tenu la main, ce qui m'a beaucoup calmée. L'arrivée chez Mélissa fut animée. Une vingtaine de personnes déjà présentes. L'ambiance baignant dans une atmosphère alcoolisée. Marc et moi, sentant la fatigue poindre, décidâmes de rentrer. Sa sœur vint nous chercher et, après un rapide coup d'œil aux alentours pour vérifier l'absence de véhicules suspects, nous montâmes à bord. J'étais persuadée de céder à la paranoïa. La demeure familiale, où je devais passer la nuit, était paisible. Seules la mère et la sœur de Marc étaient présentes. Son père, policier à la retraite, mais encore en service, étant de garde. Le silence régnait, et après un bref salut à sa mère endormie,
Nous descendîmes dans la chambre de Mark, située au rez-de-jardin. Un véritable petit appartement avec kitchenette, chambre et salon. La nuit était douce. Les fenêtres entr'ouvertes laissaient filtrer un air tiède. En plein visionnage d'une comédie, un bruit sourd retentit contre la porte vitrée donnant sur le jardin. Le rideau coulissant masquait l'extérieur. Un cri m'échappa. Mark se précipita pour l'ouvrir. Personne. Seul un post-it collé sur la vitre, portant le mot « garce ». Il m'avait retrouvé. Il m'avait suivi depuis le bal de promo jusqu'à chez Mélissa, puis ici. Il avait dû entendre nos rires et deviner notre présence. Ma paranoïa était justifiée. Nous réveillâmes la mère de Mark, puis alertâmes son père et la police. L'attente parut interminable. Enfin, la sonnerie retentit, suivie de coups frappés à la porte. Mark et sa mère allèrent ouvrir. C'était la police. Je dus leur raconter toute l'histoire, mon ex, l'ordonnance restrictive, le harcèlement. Ils demandèrent s'il y avait des caméras de surveillance. Ce à quoi la mère de Mark répondit par la négative. Ils voulurent savoir si j'avais des textos de lui ou si je connaissais son adresse. Je n'avais plus son numéro et ignorais où il habitait. Le père de Mark arriva. J'emportai le post-it chez moi pour comparer l'écriture avec celle de Daryl. La similitude était frappante. Le père de Mark me raccompagna en voiture de police pour s'assurer que je n'étais pas suivie. Pendant le trajet, j'appelais mes parents et fondis en larmes au téléphone. À mon arrivée, ils m'attendaient devant la maison. Le père de Mark les rassura, nous n'avions pas été suivis. Pendant un certain temps, Mark et moi ne pûmes plus nous rendre visite. La semaine suivante, les parents de Mark installèrent des caméras de sécurité. L'impensable se produisit. L'une des caméras détecta un mouvement, alertant le téléphone du père de Mark. Il empoigna son arme et se précipita dehors, attiré par une odeur d'essence. Il suivit la piste olfactive jusqu'à entendre le bruit d'un liquide versé. Il aperçut alors Daryl, en train de répandre de l'essence sur les murs de la maison. L'arme au poing, le père de Mark lui intima l'ordre de lâcher le bidon et de lever les mains. Ce fut l'instant où Daryl cessa d'être une menace. Ironie du sort, le père de mon futur fiancé, policier, arrêta mon ex-psychopathe, celui qui avait gâché tant d'années de ma vie et m'avait plongé dans l'angoisse. Il fut condamné à plus de 30 ans de prison pour ses crimes, dont la tentative d'incendie criminel sur la maison d'un policier. L'annonce d'une robe repérée sur Internet retint notre attention. Une robe de soirée bleu marine, vendue $50, portée une seule fois pour un bal de promo. La vendeuse habitait non loin. Après avoir échangé quelques messages, elle proposa de nous la porter, mais ma mère refusa qu'une inconnue vienne à la maison. Nous convinrent donc d'aller la chercher. Je demandai son nom. Elle répondit « Alex ». Honnêtement, je pensais qu'Alex était le diminutif d'Alexandra. Ma mère proposa de m'accompagner. L'idée qu'elle me conduise me rassurait. Arrivée à l'adresse, une maison de ville dans un quartier embouteillé, au bout d'une impasse. Ma mère me proposa de m'accompagner, mais honnêtement, je ne sais pourquoi, j'aurais trouvé ça gênant. Je lui demandai d'attendre dans la voiture, sauf si je lui envoyais un message. J'envoyai un message à Alex, puis sonnai à la porte. Remarquai que tous les stores étaient baissés, étrange en plein jour. La porte s'ouvrit, non pas une jeune fille de mon âge, mais un homme d'une 50aine d'années. Il sourit et demanda si j'étais là pour la robe. Je répondis que oui, et lui demandai s'il était Alex. Il affirma
et ajouta que je ressemblais à sa fille, puis m'invita à entrer. Je jetai un coup d'œil à la voiture de ma mère, puis entrai dans la maison. Il affirma que la robe m'irait à merveille et partit la chercher dans une autre pièce. Le salon était sombre et un peu en désordre. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à ma mère pour qu'elle vienne à la porte. L'homme me cria alors de le rejoindre dans une pièce pour essayer la robe devant un miroir. Je lui demandai s'il pouvait apporter la robe dans le salon. Il répondit qu'il n'y avait pas de miroir dans le salon, et je répliquai que je voulais juste voir la robe d'abord. Il quitta la pièce et revint dans le salon les mains vides, me disant que la robe était sur le lit dans la chambre si je voulais la voir. Je lui demandai une fois de plus de bien vouloir la porter ici. Un coup à la porte d'entrée retentit. Alex demanda qui c'était et j'ouvris pour laisser entrer ma mère. Elle sourit et salua l'homme qui mit quelques secondes à répondre sans esquisser le moindre sourire. Alors que je me dirigeais vers l'embrasure de la chambre, il émit un son comme pour me dissuader d'y entrer. J'observais la chambre sombre et constatai qu'il n'y avait aucune robe sur le lit. Ma mère était en train de poser une question quand je l'interrompis pour annoncer qu'il n'y avait pas de robe. Un silence pesant et inconfortable s'installa. Puis, l'homme déclara qu'il souhaitait que nous partions. Sans hésiter, ma mère et moi nous dirigeâmes vers la voiture. Au moment où nous montions à bord, la porte d'entrée était déjà refermée et j'aperçus l'homme qui nous épiait à travers les stores plissés. Nous étions toutes deux sous le choc. Si ma mère n'était pas arrivée, j'ignore ce qui aurait pu se passer. Je signalai l'annonce sur Craigslist. Nous n'avons pas appelé la police car il n'y avait aucune preuve concrète de quoi que ce soit et techniquement, rien ne s'était produit. Mais il n'y avait pas cette fameuse robe bleue dans cette chambre. Il essayait simplement de m'attirer dans cette pièce et l'arrivée de ma mère avait déjoué ses plans. Dieu merci, j'ai écouté ma mère et ne lui ai pas donné notre adresse. J'ai fini par recevoir une robe d'occasion par la poste. Cette nuit de bal, j'ai raconté cette histoire à tout le monde et elle me hante encore un peu aujourd'hui. Au lycée, il y avait un garçon nommé Joshua qui est arrivé en première année. Il a eu du mal à s'intégrer au groupe d'amis déjà formés. Il avait quelques amis ici et là, mais il ne faisait partie d'aucun groupe en particulier. Puis, un jour, pendant le déjeuner, un incident gênant s'est produit. J'avais déjà invité Nathalie au bal, et elle avait accepté. À midi, nous étions à une table avec des garçons et des filles, et Nathalie était là. Joshua est arrivé de sa table, et, dans une scène digne d'un film, il a tapoté l'épaule de Nathalie et l'a invitée au bal. Toute la table s'est tue, sauf un garçon qui a applaudi avec sarcasme. Nathalie, visiblement mal à l'aise, a dit qu'elle y allait déjà avec moi. J'ai ressenti une honte indirecte. Joshua m'a regardé et je ne savais pas quoi penser de son regard. Mais je voyais bien qu'il était humilié. Il est parti sans dire un mot et tout le monde a ri, fort. C'était une situation horriblement inconfortable. Bien que je me sois sentie mal, je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu aussi. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il pensait qu'il allait se passer, surtout avec un public aussi nombreux de mecs à la table. Nous avons regardé Joshua quitter la cafétéria et le professeur de service a couru après lui parce qu'il était interdit de partir sans autorisation. Mais Joshua n'est jamais revenu dans la salle à manger. Je me demande encore où il est allé à partir de là. Le soir du bal,
Nous étions un groupe de 10 à l'arrière de la limousine. Les mêmes 10 personnes étaient assises à la même table pendant la soirée. Tout se passait comme prévu. Mais plus tard dans la soirée, un de mes amis m'a dit de ne pas regarder maintenant, mais que Joshua était à une table et me fixait. J'ai attendu une dizaine de secondes avant de regarder, et j'ai vu Joshua lancer un regard noir à Nathalie et à moi, je suppose. J'ai décidé d'aller lui parler, mais en m'approchant de lui, il s'est levé et s'est enfui de la salle de bal. C'était vraiment bizarre, mais je n'allais pas le poursuivre. Je suis allée à la table où il était assis et j'ai demandé à 2 des jeunes s'ils étaient venus avec Joshua, et ils ont dit non. Il était juste assis là au hasard et ne disait rien. Je suis retournée à ma table et, comme un lycéen typique, j'ai raconté toute l'histoire à tout le monde. C'était vraiment effrayant. Après le bal, Nathalie et moi sommes partis avec un ami qui nous a conduits dans un restaurant pour manger un tas de plats de petit déjeuner vers minuit. Après cela, nous sommes allés chez notre ami Anthony. Il avait une grande cour juste à côté d'une réserve naturelle et il avait un foyer vraiment cool. Nous nous sommes tous assis autour du foyer avec une enceinte diffusant de la musique et quelques boissons. Nous étions 6 au total. Anthony, assis en face de moi, a pointé du doigt les bois et a dit qu'il avait vu quelque chose. Nous avons tous regardé, bien sûr. Nous avons observé les bois pendant un moment. Mais comme nous n'avons rien vu, Anthony a dit « peu importe ». Alors que la soirée touchait à sa fin autour du brasero, un couple nous quitta, ne laissant que Nathalie, Antoine, sa cavalière et moi-même. Antoine, en pleine phrase, s'interrompit brusquement. Intrigué, je me retournai et aperçus une silhouette s'avancer depuis les bois, attirée par la lumière du feu. Un homme en smoking. D'une voix calme, il nous intima de ne pas bouger. Alors qu'il se rapprochait, nous reconnûmes Josué. Il tenait une hachette ou une petite hache à la main. Ses yeux trahissaient des larmes, mais son visage exprimait une colère sourde. Antoine et moi tentâmes de le raisonner, lui demandant de déposer son arme et de simplement parler. Josué hurla, nous ordonnant de nous taire, et exigea que l'on coupe la musique. S'ensuivit un long monologue décousu sur l'humiliation insoutenable qu'il avait ressentie lors du déjeuner plus tôt dans la journée. Il pensait que l'incident avait été ébruité dans toute l'école, ce qui était faux, et nous essayâmes de le lui faire comprendre. À chaque tentative de notre part, il criait de plus belle, brandissant la hache d'un air menaçant. Puis, il se tourna vers Nathalie, lui confessant son admiration, mais la soupçonnant de se moquer de lui avec ses amis, une pure invention de son esprit. Pendant qu'il s'adressait à Nathalie, Antoine envoya discrètement un message à son père, lui demandant d'apporter son arme dans le jardin, soulignant le danger imminent. Le père d'Antoine apparut alors sur le pas de la porte, un revolver à la main, et demanda ce qu'il se passait. Josué se tut, hésitant entre fuir et rester. Finalement, il lâcha la hache et s'enfuit en courant vers les bois. Le père d'Antoine se précipita vers nous, son arme toujours à la main, et nous lui expliquâmes la situation aussi vite que possible. Il nous ordonna de ne pas toucher la hache afin de préserver les empreintes digitales pour la police. Cette hachette, ou plutôt cette hache, se révéla être la clé de l'inculpation de Josué quelques jours plus tard. Déjà fiché par la police, ces empreintes correspondaient à celles relevées sur l'arme. Cependant,
lorsqu'il devint évident que nous ne souhaitions pas porter plainte contre Josué, il était trop tard. Les poursuites pénales avaient déjà été engagées. L'ami d'Antoine nous expliqua qu'il était accusé de menaces au second degré. Il n'écopa d'aucune peine de prison. Peu après, je retrouvai Josué sur Facebook et lui adressai un message sincère et non accusateur. Il le lut, mais ne me répondit jamais. Je croisai Josué une dernière fois dans les couloirs du lycée cette année-là. Il ne me regarda pas. Aucun de nous ne le revit après la remise des diplômes.